Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle live session mensuelle où nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Marine Biggio qui est une spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour à tous. Marine, aujourd'hui tu vas nous parler de quelque chose de particulièrement intéressant qui concerne LinkedIn. Oui, alors sur LinkedIn, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une fonctionnalité qui s'appelle en fait Pulse. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Pulse. Oui, on a entendu parler, c'est des articles. C'est ça, exactement, des articles donc de professionnels qui proposent de l'information utile à d'autres professionnels sur LinkedIn. Et donc c'est disponible dans la rubrique Centre d'intérêt sur votre LinkedIn. D'accord. C'est ce qu'on voit ici sur l'écran. Voilà, donc là on est sur des articles. Alors, c'était en anglais, maintenant c'est en français, on dirait. Alors voilà, en fait, jusqu'à présent, seuls certains référents avaient la possibilité d'écrire sur Pulse. Et aujourd'hui, c'est ouvert à tous. Maintenant, donc, il y a quelques Français qui connaissent l'astuce, entre guillemets, pour réussir à écrire des articles sur Pulse. Et c'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, tout le monde va connaître l'astuce. C'est ça. Formidable. Et donc, quelle est cette astuce? Parce que moi, si je vais sur mon profil, je peux partager une nouvelle. Oui. Je peux télécharger une photo, voilà. Mais je voudrais bien publier et je ne trouve pas le bouton. Voilà, le bouton article n'est pas disponible. Donc, ce qu'on va faire, Didier, c'est qu'on va aller passer ce profil en langue anglaise. Alors, on va peut-être regarder le tien. Alors, regarde le mien. Sur le tien. Donc, on voit qu'ici, je suis en version anglaise et tu vois, même l'interface est différente. Complètement différente, oui. Et donc, on a bien le bouton Publish a Post, donc publier un article sur Pulse. D'accord, c'est ici, hein, Publish a Post. Exactement. D'accord. Donc là, comment faire du coup pour toi changer ton profil? Comment il faut que je fasse? Eh bien, il faut que tu ailles cliquer sur ta petite photo en haut à droite et puis sur langue, modifier. Oh bah c'est pas très compliqué. Ça va, c'est pas trop dur. Non, ça va, je peux le faire. Hein. Donc là, tu vas sélectionner English. English. Ok, je peux refermer? Oui, maintenant tu vas aller sur ton accueil. Home. Ah oui, voilà. Du coup c'est Home maintenant. Ouais. C'est Home. Et par contre, l'interface a le look encore français, alors qu'il est un peu différent de la tienne. Oui, alors ça, c'est sur les réseaux sociaux. En général, les fonctionnalités se déploient petit à petit. Ouais. Donc, la nouvelle interface, c'est la même chose. Et donc, bientôt, tu devrais aussi avoir cette nouvelle interface. Mais là, j'ai Publish a Post. Exactement. Donc, là, je peux cliquer et puis je vais pouvoir aller publier un article. Bon, là, j'ai rien sous le coude. Donc, dans l'article, vous pourrez très bien écrire du texte, partager de la vidéo, partager de l'image, mettre des liens vers votre site internet. Tout ça de manière très simple, en fait. L'interface est vraiment très simple à comprendre. Et puis, l'intérêt de ce Pulse, en plus de ça, c'est que quand vous publiez un article sur Pulse, eh bien, vos contacts reçoivent une notification. Ah oui. Voilà. Donc, ça réactive. Exactement. Vous pourrez vraiment gagner en visibilité, en fait, grâce à cette fonctionnalité. D'accord, d'accord. Et le système de publication, c'est comme dans n'importe quel CMS, on a un éditeur, on peut ajouter des éléments. C'est super intéressant. Marine, on va poursuivre notre conversation de la fois dernière. Tu te rappelles qu'on avait parlé d'ergonomie? Exactement, oui. D'ergonomie. Et nous allons parler de quelque chose qui, on voit un peu partout en ce moment, qui est UI, UX, UI, UX. Bon, tu sais ce que c'est? Oui, enfin, je veux bien quelques explications supplémentaires, écoute. Ça ne mange pas de pain. En fait, on en parle beaucoup, et on en parle beaucoup un peu à tort et à travers. Alors, on va commencer à voir les deux choses, et comment ça s'articule, et comment tout ça, ça fonctionne. UI, c'est User Interface, c'est-à-dire l'interface utilisateur. Donc l'interface utilisateur, en fait, c'est très simple, c'est sur un site web, il y a un certain nombre d'éléments, et parmi ces éléments, on va avoir des images, on va mettre en place du texte, en gros, puis après on va mettre en place des médias. Et tout ça, ça va être articulé pour pouvoir donner la meilleure information, la meilleure expérience d'information à l'utilisateur. Et puis si on lui amène ce qu'il cherche, on aura gagné. On va avoir à travailler sur le texte, on aura à travailler sur l'image, on aura également à travailler sur la vidéo, mais pas que. On va également avoir à mettre en place des systèmes qui peuvent être des systèmes interactifs comme des formulaires. On va mettre également en place des systèmes de discussion, donc qui peuvent être du chat ou qui peuvent être d'autres systèmes. Alors, de discussion entre vous et vos utilisateurs, mais parfois aussi entre les utilisateurs eux-mêmes. Et puis, on va avoir à mettre en place également des systèmes de transactions qui peuvent être des systèmes d'achat, mais pas forcément. Ça peut être de l'abonnement, ça peut être toutes sortes de choses. On peut faire télécharger un livre blanc, etc. Donc tout ça, ça se met en place. De la géolocalisation. Et puis, dans certains cas, une mise en contact direct avec l'utilisateur par des systèmes carrément de chat vidéo ou de chat audio. Donc tout ça, quelque part, à un moment donné, c'est de la fabrication. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle le UX, User Experience, qui en fait concerne l'expérience utilisateur
l'utilisateur, c'est-à-dire comment l'utilisateur va vivre l'interface qu'on aura préparée. Comment l'utilisateur va se déplacer à l'intérieur des parcours qu'on aura préparés pour lui. Il va s'agir essentiellement ici de chemin d'accès à des informations, à des produits. On va avoir le UI qui est interface utilisateur qui va être de la fabrication. Et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle le UX qui va être l'expérience utilisateur et qui là va être non plus de la fabrication mais se rendre compte si l'utilisateur est content ou pas de ce qu'on fait. Et là, on va plus être dans de la mesure. Donc d'un côté, on fabrique et de l'autre côté, on mesure. Or, souvent, c'est quelque chose qui est un peu mélangé. Et normalement, les choses ne devraient pas être mélangées. Quelqu'un qui va fabriquer des interfaces utilisateurs ne sera pas forcément celui qui les mesurera. On va en tout état de cause être sur ce qu'on appelle donc de la conception qui va être centrée sur l'utilisateur. On n'est plus en train de fabriquer un site web en fonction de ce qu'on a envie de faire ou en fonction de la manière dont notre business est organisé, mais en fonction de la façon dont l'utilisateur fonctionne. Et donc par conséquent, cet utilisateur va falloir mesurer son poids et le poids de ses parcours. Donc on ne peut pas parler de UI, UX, on va le dire à la française. Ouais, ça... Tu préfères? Bon, ça me va aussi en anglais. Mais... Ouais, enfin moi l'accent c'est pas ça, hein, mais on peut pas dire qu'il y a du UI, UX sans qu'il y ait de conduite de test. Voilà. Donc quelqu'un qui dit je vais discuter sur l'ergonomie, on en a déjà parlé quand on a parlé de l'ergonomie la fois dernière, quelqu'un qui dit je vais vous indiquer si votre expérience utilisateur est bonne ou non, il peut pas le faire s'il n'y a pas de conduite de test. Donc il va falloir conduire des tests. Et qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer un certain nombre de choses. Premièrement, on va mesurer le succès ou l'échec d'une manipulation, d'une tâche donnée. Par exemple, mettre un produit dans son panier, ou par exemple, une fois que le produit est dans le panier, conclure la commande. Ou par exemple, à partir du moment où j'ai eu un reach, et puis j'ai des gens qui ont cliqué, et puis qui sont arrivés sur mon site, qu'est-ce qui se passe entre le moment où ils arrivent sur le site et le moment où ils téléchargent, par exemple, un livre blanc. D'accord. Et puis on va mesurer le taux d'erreur, c'est-à-dire on peut très bien avoir un succès, la personne réalise la tâche, mais elle ne l'a pas fait comme on avait prévu. D'accord. On lui a demandé d'aller trouver quelque chose sur le site en s'imaginant que notre menu était super bien fait, et puis elle ne s'est pas du tout intéressée au menu, elle a été directement dans le moteur de recherche. Ou l'inverse. On ne peut pas savoir. Et donc il y aurait des taux d'erreur par rapport à ce que nous on voulait faire. D'accord. Et puis on va mesurer aussi autre chose, c'est est-ce que l'utilisateur a la banane, Est-ce qu'il a la banane? Et la banane se mesure essentiellement à la facilité. Ça se mesure à la facilité, et ça c'est quelque chose qui est subjectif, qui ne pourra être indiqué que de manière qualitative et pas, alors on pourrait le quantifier, mais en général on ne le fait pas, par l'utilisateur, par un entretien post-session. On fait le test, on mesure, et après on va lui demander s'il a trouvé ça facile. Tu avais entendu parler de la règle des 3 clics? Oui, tout doit être à 3 clics. Ouais. Qu'est-ce que t'en pensais? Écoute... Pas grand-chose. Ouais. La règle des 3 clics, en fait, ça veut rien dire, parce que tu peux très bien avoir 3 clics super... Tu peux avoir 10 clics faciles, et tu peux avoir 3 clics où tu sais même pas où est le premier. Ouais. Donc, tu vois, s'il y a 3 clics pour arriver quelque part et que tu trouves pas où il faut faire le premier clic, tu as 3 clics. Ah oui, non, bien sûr. Mais voilà, le principe, c'est quand même de dire qu'il faut essayer d'aller... Il faut raccourcir les parcours. Voilà, c'est ça. Il faut raccourcir les parcours, mais ce que je veux dire, ce qui est plus important, c'est la facilité. Donc, c'est pas forcément le nombre de clics. Et par exemple, sur des modèles de mise en commande, tu peux tout mettre sur une page ou tu peux mettre ça sur plusieurs pages. Tu vois, le passage en commande. C'est pas gênant si c'est en plusieurs pages. Déjà, tu pourras mieux identifier les abandons. Mais si les gens savent très bien combien il y aura d'étapes, sur quelle étape ils sont, etc., c'est pas un problème. Donc la facilité n'est pas forcément liée au nombre de clics. D'accord. Et donc là, on va mesurer la satisfaction. Est-ce qu'ils sont contents? Alors, la conduite de test va concerner le contenu. On va tester le contenu. On le testera avant la conception, c'est-à-dire qu'en fait, on va tester le contenu avant de commencer à fabriquer quoi que ce soit sur le site, y compris la structure. Donc, il faut trouver des moyens pour tester quand on n'a rien. D'accord, et c'est quoi ces moyens alors? Ah, on va le voir. Mais c'est pas facile, tu as raison. Hein. Comment tester un truc que j'ai pas fait encore? Ensuite, on va tester la forme. Donc la forme, c'est ce qu'on a vu, c'est la manière dont les choses vont être mises en place, les couleurs, le design. Donc ça sera fait avant le développement, avant de commencer à tirer du code. Et puis ensuite, on aura les tests de parcours. Et les tests de parcours, ça va être avant, pendant... Et après. Et après. Donc ça, c'est avec l'oculométrie, non, l'eye tracking, etc. Ça peut être avec du eye tracking, ça peut être avec des tests sur poste.
où on va tester les gens, on va les filmer avec des outils comme Morae par exemple, voilà, on va pouvoir le tester. Alors, ce qu'il faut également comprendre, c'est que cette conduite de test est quelque chose qui va être itératif. On va avoir un système où on va tester, ensuite on va corriger ce qu'on a constaté qui n'allait pas, et puis on va valider pour vérifier si ça marche à nouveau. Et si ça ne marche pas, on reteste. Eh ben on reteste, on recommence, on repart pour un tour. D'autre part, il va falloir que la conduite de test soit planifiée. Il va falloir planifier la durée, les participants et le conducteur et éventuellement ses assistants. Il y aura aussi à planifier en général du matériel, une salle. Hein, on est dans un système où, en plus, si on veut que ça soit significatif, il faut tester quand même pas mal de monde. Ensuite, il va falloir segmenter notre conduite de test, à la fois sur les différents profils des cibles auxquelles on va s'adresser, de manière à avoir des informations beaucoup plus pertinentes. On peut très bien avoir une manipulation qui va être très bien faite, qui va être menée à bien par une personne qui a 20 ans, et puis une personne qui en aura 25, va pas y arriver. Oui. Voilà, où une fille va y arriver, un garçon va pas y arriver. Ça m'est encore arrivé hier sur une conduite de test. On n'en tire pas pour conclusion que les filles sont plus intelligentes que les garçons. Si. Non, on va chercher à tirer quand même d'autres conclusions. C'est-à-dire que c'est notre mécanisme à un moment donné qui était un mécanisme qui était peut-être plus adapté à un cerveau féminin, peut-être qu'à un cerveau masculin. Et je suppose qu'il faut tester ça sur plusieurs personnes avant d'en Bien tirer aussi entendu, des conclusions. ouais, bien entendu. On peut pas se baser sur 2 personnes ou 3 personnes. En dessous, sur du test qualitatif, en dessous d'une vingtaine de personnes, on n'aura pas vraiment de résultats significatifs. Alors, il faudra également bien segmenter les tâches, c'est-à-dire pas avoir des processus trop longs à tester, parce que si le processus est trop long, on aura du mal à voir réellement où ça bloque, donc il vaut mieux tester module par module. D'accord. Bloc par bloc. Hein. Et puis, il faudra faire des scénarios. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre quelqu'un devant un site web en lui disant « regarde ce qui se passe, est-ce que ça va ?» On va lui donner un scénario, on va lui dire « voilà, tu es arrivé sur ce site et tu dois télécharger le livre blanc ». Et puis on va regarder comment il le fait, combien de temps il met pour le faire, où est-ce qu'il va le trouver, est-ce qu'il le trouve tout de suite. Donc c'est valable pour un site, c'est valable pour une appli, c'est valable pour une landing page également. Et donc on se demande ces tests, combien ça va coûter. Oui, combien alors? En général ça coûte assez cher. Ouais. Si tu fais appel à une entreprise spécialisée, c'est des gens qui ont une certaine expertise, un certain savoir-faire, et donc forcément ça coûtera cher. Il y a des tests qu'on va pouvoir faire tout seul, par exemple le test de tri de carte, qui est un test où simplement on va lister des contenus avec un seul type de contenu sur une carte. On va donner un paquet de cartes à des gens qui vont tester. Dans un premier temps, ils vont enlever des cartes qui ne les intéressent pas. Dans un deuxième temps, ils vont peut-être ajouter des cartes vierges sur lesquelles ils mettront ce à quoi on n'avait pas pensé. Et puis ensuite ils vont trier les cartes, trier les paquets, c'est-à-dire qu'ils vont les organiser. Ça nous donnera quelque part un peu la structure, l'arborescence. Et dans la dernière étape, on va leur demander comment ils appelleraient ces paquets. Et donc là, du coup, on aura éventuellement nos éléments de navigation. Et ça va coûter en termes de matériel 0. Ce qui va coûter, c'est de rassembler les gens, de les rémunérer pour le test, etc. Ouais. On peut également faire des tests sur des prototypes papier. On n'est pas obligé d'avoir forcément une appli ou un site web qui tourne pour pouvoir le tester. On peut très bien tester des mécanismes, des parcours utilisateurs avec quelque chose qui est imprimé sur un carton et qui va simuler une tablette, un téléphone. Et ça également, ça coûte rien du tout, sinon il faut le faire. Et puis c'est simple, et on a quand même de très bons résultats. Après, on passe au prototype sur poste, et alors là, ça coûte cher. Donc là, on va travailler avec Morae ou Camtasia, et on va avoir des trucs qui vont être beaucoup plus coûteux, plus complexes à mettre en place, et puis, mais néanmoins qui seront significatifs. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire en termes de tests. Donc d'un côté, UI, l'interface, on fabrique l'interface. De l'autre côté, UX, on la teste. D'accord. Et on est dans un processus qui, pour conclure, il faut le dire, c'est un processus qu'on doit intégrer à toutes les stades du projet. On ne fait pas un site et puis on le teste une fois que c'est fini. On commence à le tester avant même de commencer à décider quel contenu on va mettre dedans. Oui, parce qu'une fois que c'est fait, voilà, après il faut tout refaire, quoi. Si le développement est fait et que ça ne va pas, il faut redévelopper. C'est ça.
Si le graphisme va pas parce que c'est pas évident qu'un bouton ressemble à un bouton, ou on le voit pas parce qu'il y a trop de couleurs et au milieu de toute cette couleur on va pas voir le bouton, il faudra refaire le graphisme. Donc on va repartir pour un tour, et voilà. Écoute, j'espère que ça t'a intéressé cette petite histoire UI UX. Très intéressant. Tu dis ça pour me faire plaisir. Non. Toujours très intéressant. Okay. J'espère que ça aura surtout intéressé tous les gens qui nous regardent. Je vous remercie de nous suivre et puis je dis au revoir à Marine qui j'espère viendra nous revoir bientôt avec de nouvelles astuces. Avec plaisir, merci Didier. Voilà, et puis je vous dis au revoir et à très bientôt. À bientôt.